Bonjour à tous. Donc, je me présente, Philippe Thomas. Donc, je travaille chez IBM et je suis au Technology Garage. Donc, c'est une nouvelle entité. Bon, peut-être certains d'entre vous connaissent déjà le garage chez IBM, mais le Technology Garage, donc, c'est une nouvelle entité qui vient de se créer pour accompagner nos clients dans des MVP. Donc, ce sont un certain nombre de personnes, une grande quantité de personnes qui accompagnent nos clients, généralement dans dans cet exercice. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet, moi, qui me passionne et qui m'intéresse, autour du DevOps et du CI/CD, et plus spécialement d'un produit open source qui s'appelle Tekton, ou Tekton en français. Voilà. Alors on ne sait pas très bien, le logo que vous voyez là à droite, on ne sait pas très bien si c'est un petit chien ou un petit chat, à vous de décider. Enfin, il a un petit look moderne, une petite armure. Voilà, donc il y a toujours un petit débat là-dessus. Alors, j'ai prévu de découper ma présentation en trois parties. Une première partie qui sera un petit peu un rappel, si vous ne connaissez pas Tekton, qui sera un petit peu un rappel du projet open source, et puis un petit peu des attendus, et puis de comment c'est né, pourquoi, etc. Ensuite, il y aura une partie un peu conceptuelle où j'expliquerai les principales ressources qui sont utilisées par Tekton. Et je terminerai par un exemple un peu concret, même si ce n'est pas vraiment un exemple de la vie réelle, ça s'en rapproche. D'accord. Alors, première étape, donc qu'est-ce que c'est que Tekton? Si vous ignorez ce que c'est, bon, c'est un projet qui fait partie de CD Foundation maintenant. À l'origine, il était né en même temps, en 2018, en même temps que Knative. Et puis, il a évolué séparément. Donc, il a été donné donc, à la CD Foundation, donc Continuous Delivery Foundation, et qui regroupe tous les produits autour du CI/CD, toutes les solutions autour du CI/CD. Et cette solution, Tekton, a pour vocation d'utiliser des ressources cloud native, c'est-à-dire en utilisant les YAML que vous avez l'habitude d'utiliser sur Kubernetes, pour définir donc des custom ressources qui vont être des tasks, des steps, des pipelines. D'accord. Alors on va voir que c'est un petit peu plus large que ça, mais c'est l'idée. Alors, vous pouvez vous dire, ben, encore un projet open source, ma foi, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? J'entendais des questions dans la précédente session, des gens qui se posaient des questions sur les custom ressources, etc. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que au départ, il y avait quelques contributeurs. Donc, IBM en faisait partie, bien sûr, Red Hat, Google, CloudBees, VMware, Pivotal, voilà, pour les principaux. Et puis, très progressivement, ça a beaucoup évolué. Et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, on a dans cette communauté à peu près 150 entreprises qui travaillent et qui contribuent à l'élaboration du code. Alors, qu'est-ce qu'il y a parce qu'au départ, on parlait beaucoup de pipelines dans cette solution, Tekton Pipelines. C'était même le nom à l'origine. Et ça a beaucoup évolué en l'espace de 2 ans. Donc, normalement, j'avais prévu de faire cette présentation l'année dernière, mais il y a un certain nombre d'événements qui se sont produits qui ont fait que ça ne s'est pas produit comme ça, s'est pas passé comme ça. Et du coup, ben, la quantité de solutions qui sont préfixées par Tekton a augmenté. On parle de Tekton Friends. Et alors, c'est d'autres animaux. Là, je n'ai pas trop réussi à les identifier non plus. Bon, mais on verra ça plus tard. Et vous avez qui est venu un petit peu avec Tekton Pipelines un autre projet qui s'appelle Tekton Triggers. On va en parler un peu plus précisément par la suite. Et je vais même vous montrer un exemple. Donc l'idée, c'est principalement de déclencher un webhook pour pouvoir activer un événement pour déclencher un pipeline run, par exemple. Mais on verra que ça peut servir à beaucoup d'autres choses aussi. On a une ligne de commande qui s'appelle TKN, qui fait partie aussi d'un petit projet à part. Donc je vous montrerai cette commande tout à l'heure. Et puis on a un dashboard qui est toujours un petit peu en cours de fabrication. Alors si vous avez la chance d'avoir Red Hat OpenShift, par exemple, vous verrez que c'est plus avancé. Il y a des choses qui sont déjà délivrées et qui fonctionnelles sur cette partie dashboard. Alors pour les deux points suivants, donc un catalogue et un hub,
Donc l'idée, c'était de dire, eh bien, on a des ressources qu'on voudrait partager avec l'ensemble de la communauté et de nos clients ou de nos partenaires, et on voudrait mettre ça à disposition sous forme de templates qu'on pourrait réutiliser et sur lesquels on pourrait se connecter. Donc dans l'esprit, ça ressemble un petit peu à du Docker Hub, mais ça s'appelle Tekton Hub. Donc je reviendrai aussi sur ce point un peu plus loin. Et pour installer, on utilise un opérateur, ce qui est assez classique aujourd'hui quand on installe les solutions sur OpenShift, sur Kubernetes. Eh bien, on a la possibilité effectivement d'utiliser un opérateur qui nous facilite la vie pour l'installation. Alors juste peut-être un petit mot sur la version. Donc la version est encore en bêta. C'est donc la version 1 bêta 1. Mais il est prévu qu'on passe en GA l'année prochaine, donc en 2022, début 2022. Mais bon, je n'ai pas encore les dates, hein, je ne fais pas vraiment partie du comité non plus, mais voilà, c'est ce qui est annoncé plus ou moins officiellement. Alors, qu'est-ce que vous utilisez sans doute déjà des outils de DevOps, enfin de déploiement, de CI/CD, et vous vous dites peut-être pourquoi j'utiliserais, en quoi ça pourrait m'intéresser Tekton. C'était un petit peu les questions que j'avais au début, il y a 2 ans, quand j'en parlais. Et je vois de plus en plus de gens aujourd'hui qui sont intéressés par cette solution. Alors le premier point, c'est le fait que ce soit Cloud Native, c'est-à-dire dans l'esprit Cloud Native avec les API, les YAML, hein, la possibilité d'implémenter dans le même esprit que d'autres ressources Kubernetes, eh bien, vos pipelines. Donc vos pipelines peuvent faire partie de votre namespace avec votre application. Vous pouvez les véhiculer, les transporter comme vous voulez. Et on verra quelques exemples tout à l'heure. Donc du coup, comme ça va tourner aussi dans un environnement qui est très disponible et très scalable, un cluster, on va pouvoir le faire tourner effectivement dans cet esprit-là. Donc le pipeline, il va être aussi très scalable. Et si on regarde un petit peu le code, on verra que c'est un footprint assez petit. Alors parmi les avantages, bon, j'en avais identifié 3. Il y en a un qui est assez intéressant, c'est la réutilisabilité. Donc, grâce à ce Tekton Hub, on a la possibilité d'avoir à sa disposition un grand nombre de tâches et de pipelines disponibles, et on va pouvoir les réutiliser assez facilement. Et puis, il y a la flexibilité et l'interopérabilité, mais je vais revenir un petit peu sur ces 2 points. L'idée, c'est de pouvoir communiquer avec d'autres outils, parce qu'on sait très bien que dans le monde du CI/CD, on n'a jamais un seul outil. On a souvent plusieurs outils qu'on doit faire communiquer entre eux, et donc je vais vous expliquer exactement pourquoi ou comment. Donc la réutilisabilité, c'est ce catalogue dont je viens de vous parler. Il y a une notion de versionning aussi de ces tâches. Si vous créez ou si vous utilisez des tâches, vous verrez qu'il y a plusieurs versions. Donc, vous pouvez, avant de les installer dans votre cluster, d'abord il y a la procédure pour les installer, et ensuite vous pouvez installer exactement la version qui vous intéresse et qui va tenir compte évidemment de la version de votre cluster. Alors voilà, il y a également des best practices qui sont fournies, et puis un peu de design dans ce Tekton Hub, et je vais vous le montrer par la suite. Parmi les autres possibilités intéressantes, sur la partie droite, vous pouvez voir qu'on supporte plusieurs architectures. Là, on entend des architectures système, donc en plus de fonctionner sur des environnements de type Intel, on fonctionne également sur des environnements ARM, pour les mainframes également, donc évidemment IBM s'est reconnu pour ça, et puis sur des systèmes Unix Power également. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée de ça. Donc le catalogue, alors le dernier mot là qui signifie composable pipelines, il y a une idée qui est naissante actuellement, c'est de pouvoir intégrer des pipelines à l'intérieur de pipelines, c'est-à-dire de faire en quelque sorte de lancer des pipelines dans un pipeline plus gros, et de pouvoir faire des compositions. Plutôt que de faire des gros pipelines très compliqués, on va plutôt s'orienter vers des petits pipelines simples qu'on va intégrer dans un pipeline plus gros. Donc ça, c'est pour l'instant, c'est un peu à l'étude, mais sinon, on va le voir juste sur le slide suivant, on a la possibilité de faire communiquer les pipelines entre eux.
en utilisant des événements. Donc des triggers, on en a déjà un petit peu parlé, qui vont déclencher l'activation du run du pipeline. Et puis en sortie, à la fin du pipeline, vous pouvez dire j'ai un certain nombre d'informations et je voudrais les transmettre à un autre pipeline pour le déclencher. Cet autre pipeline va recevoir un cloud event qui va déclencher un autre pipeline. D'accord ? Donc on peut ainsi faire, on va dire, une succession de pipelines qui peuvent s'activer les uns les autres. Alors, juste quelques petits mots sur Jenkins X. On utilise aussi sous le capot du Tekton déjà. Et je vous montrerai à la fin de ma présentation également une liste de solutions chez Red Hat ou chez IBM qui utilisent Tekton, puisque c'est déjà quelque chose qu'on utilise depuis plusieurs années, depuis au moins 2 ans. Voilà, donc ça c'était pour la petite introduction rapide sur ce que c'est que Tekton, comment ça se positionne, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait, etc. Et maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans la partie technique, si ça vous dit. Alors d'abord, il y a 5 building blocks, donc 5 composants principaux. J'en ai déjà évoqué un certain nombre. Alors le premier, c'est le step, qui est la brique un petit peu atomique de base. Ensuite, on va retrouver des tâches qui regroupent plusieurs steps. Et puis ensuite, plusieurs tâches vont venir se loger dans un pipeline. Donc c'est un peu les poupées russes entre le step, les tâches et le pipeline. Et pour terminer, vous aurez une notion de triggering. Donc on a déjà évoqué un petit peu ça. Quand on fait un push, par exemple, sur un repos, eh bien, on va pouvoir activer automatiquement un trigger à travers un webhook qui va déclencher un pipeline run. Et pour terminer, ce catalogue, donc je vais vous montrer. Alors, juste pour vous montrer un petit peu concrètement des exemples. Donc là, c'est un fichier YAML qui contient une tâche. Et à l'intérieur de la tâche, vous voyez, il y a deux steps, qui sont identifiés par leur nom. Et donc, dans chaque step, vous avez l'appel à un script ou un bash, voilà, qui va se déclencher. Et puis, donc le premier step va se dérouler. Si ça ne se passe pas bien, on s'arrête là. Sinon, on passe donc au suivant. Okay, voilà, un truc assez classique. Voilà. Donc ça, c'est une tâche. Et ensuite, donc une tâche, ça équivaut, on va dire, un step, ça équivaut à un container, une image, et qu'on va exécuter, et avec des paramètres. Ça peut être des scripts, ça peut être du Java, ça peut être ce que vous voulez. En langage de programmation, vous mettez absolument ce que vous voulez. Souvent, les gens mettent beaucoup de scripts parce que c'est plus facile. Donc ensuite, on a cette notion de tâche qui regroupe les différents steps et qu'on voit à un niveau plus élevé. Et la tâche correspond au pod. Donc un pod dans Kubernetes, voilà, c'est un ensemble de containers qui vont s'exécuter. Voilà, dans l'occurrence là, successivement, step après step. Alors le niveau le plus élevé, c'est le pipeline. Donc le pipeline, lui, on va voir, c'est une succession de tâches, mais qui ne sont pas forcément en séquence, qui répondent généralement à une notion de graphe, comme vous pouvez le voir sur la gauche. Et donc dans chaque tâche, vous avez les steps qui s'exécutent séquentiellement. Par contre, les différentes tâches, elles, peuvent s'exécuter en parallèle. Donc la tâche B et la tâche C, par exemple, s'exécutent en parallèle pour des questions d'optimisation. Il est souvent beaucoup question d'optimisation en matière de DevOps, parce que qu'est-ce qu'on veut faire? Eh bien, on veut que ça aille le plus vite possible, et on veut pouvoir exécuter des centaines, voire des milliers, voire des dizaines de milliers chez certains fournisseurs ou éditeurs de pipelines dans un temps très court. Alors vous voyez à droite, il y a la description du pipeline. Et vous voyez qu'il y a un certain nombre de paramètres qui sont définis à travers params, et puis ensuite une succession de paramètres. Donc ces paramètres sont des paramètres formels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de valeur associée. Vous avez par exemple le contexte avec une description de type string, et puis une description, et peut-être un défaut aussi.
Et souvent, ces paramètres sont remplacés au moment de l'exécution, hein, c'est-à-dire le pipeline run, c'est purement descriptif, hein. Vous allez utiliser un pipeline run pour pouvoir faire tourner la définition du pipeline. Donc vous allez lui passer ces paramètres, et ainsi vous pourrez avoir plusieurs instances de pipeline qui pourront tourner avec des paramètres différents. Alors voilà, le pipeline run, donc c'est un autre fichier YAML, une autre custom resource qui va permettre, donc qui s'appelle pipeline run, qui va permettre de déclencher donc le nom de mon, on fait une référence ici au nom du pipeline, et puis ensuite on passe des paramètres. Cette fois-ci des paramètres pas fictifs, hein, des paramètres réels qui sont exécutés. Voilà. Alors ce que j'ai mis dans le petit dessin, c'est qu'effectivement on peut avoir plusieurs exécutions, plusieurs instances, qui peuvent même fonctionner en parallèle du pipeline run, qui vont correspondre, chaque instance va correspondre à l'exécution du même code de pipeline, mais avec des paramètres différents. D'accord? Ou peut-être à des moments différents selon ses besoins. Voilà. Alors on a parlé aussi des triggers. Donc les triggers, on a dit quelques mots. Alors là c'est pareil, il y a 3 définitions pour les triggers. On va retrouver un binding. On va retrouver je suis désolé, c'est un peu petit. On va retrouver donc à droite, alors chaque partie en fait décrit, chaque YAML va décrire un événement ou une position différente. Donc pour désigner par exemple le GitHub et le repos qui nous intéresse, ce sera en haut à gauche, c'est un binding. Ensuite on va voir sur la droite un template. Dans le template on va dire quel est le pipeline run qu'on va utiliser quand on recevra un événement. Et puis au milieu, vous avez une définition de trigger event qui va permettre la jonction des deux composants. D'accord ? Donc ça, c'est parfaitement défini, c'est parfaitement au point et ça fonctionne très très bien. Et donc, à chaque fois que quelqu'un fait un push ou un commit, ou quoi, selon l'événement que vous avez choisi, vous allez pouvoir déclencher une action de lancer un pipeline run puis qui va exécuter un certain nombre de tâches et qui va peut-être mettre votre solution, disons, déployer votre solution pour que vous puissiez faire des tests supplémentaires. Donc le catalogue, il est pas mal. Il y a pas mal de choses dedans. On va retrouver principalement des tâches et des pipelines, donc qui sont prédéfinis, des pipelines simples. Après, à vous de faire vos propres constructions. Vous n'êtes pas obligé du tout d'utiliser ce catalogue. Vous pouvez installer des définitions de tâches et de pipelines qui sont là-dedans sur votre cluster Kubernetes. Et puis, vous pouvez les utiliser. Vous pouvez même récupérer les YAML, puisqu'ils sont accessibles, et puis les modifier. Mais dans l'exemple un peu plus loin, je vous expliquerai comment ça marche. Alors, bien souvent, nos clients, ils veulent faire du déploiement un peu classique, et je pense que c'est le cas de tout le monde, hein. Alors, on parle de build, test, deploy, ou build, test, package, etc., enfin, selon ce qu'on veut faire. Ça, c'est assez simpliste, mais bien sûr, l'exemple que je vais vous montrer après, il est plus compliqué, un petit peu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut l'utiliser pour différents sujets, hein, donc ce n'est pas limité au déploiement d'une application. Après, ça peut être une série de tâches que vous voulez exécuter dans un certain ordre et qui correspond à un flux, en fait. Et ça pourrait être utilisé, par exemple, en AI, avec de l'AI. Hein, et c'est ce qu'a fait IBM dans ses solutions. Il l'a utilisé pour certains de ses produits Watson. Parce qu'il y avait des flux à orchestrer et c'était vraiment très bien prévu pour ça. Alors, donc j'ai pris un petit exemple. C'est un petit exemple un peu bateau, mais si vous faites cet exercice, ou si vous l'avez déjà fait, je suppose, avec d'autres produits, avec du Jenkins, ou avec, voilà, vous allez pouvoir comparer ce que ça donne avec des YAML et une approche plutôt cloud native. Donc on a des développeurs qui travaillent sur un repos, et puis on doit prendre un certain nombre d'actions. Moi j'ai appelé ça l'action chain.
mais ça pourrait être voilà, une liste de tâches qu'il faut effectuer. Alors je me suis placé dans un contexte purement séquentiel d'exécution de tâches successives. On pourrait imaginer, bien sûr par exemple des tests en parallèle qui pourraient s'exécuter en parallèle. J'ai aussi volontairement, pour des raisons de temps, j'ai pas mis de test après le déploiement en dev. Normalement, on a toute une batterie de tests aussi ici, enfin, etc. Donc, si vous voulez, ne m'en tenez pas trop rigueur, c'est juste un petit exemple. Ça vous permettra de voir un petit peu concrètement comment ça fonctionne. Et voilà. Donc, à différentes étapes, on va récupérer des informations, on va les écrire sur un support persistant. Donc, il faudra définir un support persistant, on le verra tout à l'heure, dans le cluster Kubernetes. Et puis, ensuite, vous allez progressivement, comme ça, produire une image de votre application. Et puis, vous allez aussi définir des manifestes de ce qu'il faut faire pour déployer votre application dans un environnement de dev et puis après dans un environnement de prod. Donc peut-être dans la vraie vie, on aurait peut-être plusieurs registres, un registre de test ou de pré-prod et puis un registre de prod par exemple, ça sera même sûr. Je vois des clients qui font aussi qui zip les manifestes avec leur image et puis qui les transportent comme ça. Enfin, il y a beaucoup de possibilités. On peut faire intervenir d'autres outils. On n'est pas obligé de rester dans un monde GitHub, etc., ou GitLab, etc. On peut utiliser, bien sûr, d'autres solutions. Moi, j'ai fait quelque chose d'assez simple. C'était juste pour faire un peu une démonstration concrète de comment ça pouvait fonctionner. Alors, la première étape, donc, c'est le clone. Alors, pourquoi on a besoin de cloner? On a besoin de récupérer le code source. Là, je ne parle même pas de récupération automatique. Hein. Là, je parle simplement, voilà, le clone lui-même va aller rechercher le code sur votre pot, mais ça ne sera pas suite à une manipulation, un commit, un push, etc. Ça sera juste quand vous démarrez le pipeline run. Donc, je vous ai mis un petit bout de code pour vous expliquer ce que ça faisait ici, évidemment. Alors on retrouve là une définition de tâche dans un pipeline, et puis on retrouve un certain nombre de paramètres. Alors vous voyez que les paramètres sont symbolisés par des dollars qui indiquent qu'on fait référence aux paramètres du pipeline run. Alors ensuite, on va exécuter une tâche qui fait référence à git clone. Et git clone, c'est une tâche qui est prédéfinie et qui arrive soit avec l'installation de votre Tekton, ou bien que vous avez installé manuellement à un moment donné parce que vous en aviez besoin. Donc vous voyez, bon là ça c'est un exemple qui a été pris avec Red Hat OpenShift, mais vous aurez les mêmes commandes en ligne avec TKN peuvent permettre de faire ça. D'ailleurs je vais vous montrer tout de suite. Voilà, donc si vous faites concrètement un TKN task list, vous allez pouvoir voir les listes de tâches qui sont dans votre namespace. Donc là par exemple j'en ai 4. Et si vous faites si vous voulez voir celles qui sont au niveau de votre cluster, vous avez une autre notion qui s'appelle cluster task et qui permet de lister tout ce qui a été, on va dire, installé par défaut ou qui a été apporté par l'éditeur. En l'occurrence, c'est pas Red Hat. Alors, je sais pas, je dois pouvoir remonter, mais ah, voilà, peut-être comme ça. Non, bon, on peut pas remonter. Bon, voilà, vous en avez pas mal quand même. Hein. Voilà. Voilà, donc il y avait du builda, du S2I, dans des environnements OpenShift, du source to image, avec différents types de navigateurs. Donc toutes ces tâches peuvent se retrouver aussi sur je vais vous montrer tout de suite ah bah, j'ai décidément. Normalement dans le... Voilà. Dans le Tekton Hub. Donc Tekton Hub, il s'appelle hub.tekton.dev.
et vous pouvez donc y aller directement dessus, voir la liste de tous les... Là. Donc là, j'ai pris l'exemple du guide clone, j'ai fait une recherche sur clone. Et donc vous pouvez, voyez, l'installer. Vous pouvez voir normalement le YAML, ici, qui est associé. Donc tout est vraiment ouvert, vous avez vraiment tout le détail. Alors vous avez des histoires de version, vous avez des commandes aussi pour installer. Donc si vous cliquez sur Install ici, il va vous proposer des commandes kubectl apply avec un lien pour vous permettre de l'installer. Il y a d'autres méthodes, on peut utiliser aussi TKN pour l'installer. Et puis bien sûr, vous pouvez simplement copier le YAML aussi. Bon, il faut toujours bien vérifier les histoires de version, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que il peut y avoir des différences en fonction des clusters Kubernetes que vous allez utiliser. Alors, je vais revenir sur ma présentation. Voilà. Donc là, c'est pour les états. Alors, si vous utilisez du TKN, la commande, eh bien, vous allez pouvoir lister tout ça et vous allez pouvoir accéder à ces informations. Alors, deuxième étape, on va donc communiquer entre la première tâche et la deuxième tâche en utilisant ce workspace que vous voyez en bas. Donc ce workspace, c'est un PVC donc un persistant forcément, sur lequel vous allez downloader votre source et puis sur lequel vous allez stocker un certain nombre d'informations au fur et à mesure que vous allez avancer dans le build. Donc là, cette fois-ci, on a besoin d'NPM puisque c'est une application Node.js. Donc, il faut que j'aille chercher, en l'occurrence, pour faire ces tests, une tâche qui s'appelle NPM, qu'on trouve aussi, c'est pareil sur le hub, sur le Tekton Hub, et puis vous allez pouvoir l'installer. Donc là, histoire de faire un petit peu différent, je l'ai installé en forme de tâche normale, c'est-à-dire qu'il est seulement valable pour moi dans mon namespace, il n'est pas à disposition de l'ensemble du cluster. Mais si je voulais réutiliser sur d'autres namespaces, eh bien j'aurais pu très simplement l'installer au niveau d'une cluster task. Alors ensuite, une fois qu'on a fait ces tests, on a vu qu'au niveau de ces tests d'intégration, tout était bon. On va passer donc à la troisième étape, qui va être le build de l'application et de l'image, et le push de l'image dans un registre. Donc il y a pas mal de choses. Donc il y a 3 étapes, comme on peut le voir. Et pour faire ça, eh bien, on va utiliser Builda, qui est qui permet la possibilité donc de builder comme un Docker build dans un cluster Kubernetes, mais à l'intérieur d'un cluster Kubernetes. Donc voilà, ça présentait certains défis. Ça a été fait avec Builda. Il y a d'autres outils comme Canico par exemple qui permettent de faire ça, que vous pourrez également utiliser. Alors là, j'ai mis aussi une petite référence sur Builda. Par chance, dans mon cas de figure, il était déjà préinstallé sur mon cluster Kubernetes, donc je n'ai pas dû l'installer. Alors donc, en clair, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va permettre de faire principalement 3 choses. On va aller chercher un Dockerfile. Donc, il faudra que vous ayez défini un Dockerfile à un moment donné. Ensuite, le Dockerfile, lui, via Builda, va être utilisé pour construire une image. Et cette image, ensuite, on va la pousser dans un registre. Alors là, j'ai choisi un registre, c'est pareil, un registre Red Hat key.io, mais j'aurais pu très bien le balancer ailleurs sur un Docker Hub, un Docker Hub par exemple, Enterprise ou des choses comme ça. Donc après, à vous de voir un petit peu, ou s'il y a la sécurité, c'est très important à ce niveau-là aussi, de récupérer des tokens pour pouvoir vous permettre d'aller écrire sur ce registre. Parce que sinon, vous allez avoir, lors de l'exécution du build-up, vous aurez des petits messages comme ça qui vous disent que ça ne se passe pas bien. Donc la sécurité, c'est aussi très très important. Voilà. Enfin, tâche numéro 4, il va falloir qu'on définisse aussi les ressources Kubernetes qui sont associées à votre application. Donc là, j'en ai mis quelques-unes en bleu. Ce sont les ressources qui sont importantes. Donc, on a besoin de 2 choses, de l'image d'un côté dans le registre, et puis on a besoin également d'un certain nombre de ressources, de les définir.
Donc pour ça, voilà, c'est ce que j'ai appelé manifeste. Donc on a besoin normalement d'un fichier manifeste qui va contenir toutes les ressources nécessaires. Ça peut être, donc on a vu, des secrets, des services, des config maps, des PVC, des déploiements, des services, des routes, etc. Alors pour faire ça, on utilise un composant qui est assez à la mode en ce moment, qui s'appelle Customize. On aurait pu utiliser un autre utilitaire, hein. Et Customize, ça permet de définir des templates. Donc vous définissez au préalable des templates de vos ressources, comme vous les voulez, et vous allez éditer à la volée ces ressources, donc ce service, ce déploiement par exemple, vous allez l'éditer à la volée, et puis vous allez finalement rassembler toutes les définitions dans un fichier, dans un manifeste.yaml, et vous allez produire un gros fichier, enfin plus ou moins gros, et puis ça sera toutes vos définitions que vous devrez ensuite appliquer pour faire le déploiement de l'application. Donc ça contient, cet outil, il est assez pratique parce qu'il contient une espèce de SED, hein, vous voyez, qui permet d'éditer certaines parties assez facilement. Et c'est vrai que c'est... bon, là, pour ce projet-là, c'était la première fois que j'utilisais et j'ai trouvé que c'était pas mal. Après, vous pouvez utiliser d'autres méthodes. Il y a d'autres outils disponibles qui permettent de faire ça. Après, donc, la tâche numéro 5, ça va consister, dans un premier temps, à déployer à l'intérieur du même namespace. Donc là, jusque-là, on est resté dans toujours le même namespace, hein. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va avoir deux étapes. La première étape, c'est qu'on va faire un kubectl apply ou create. Et puis, deuxième étape, on va vérifier, hein, en analysant le résultat, qu'on a bien déployé toutes nos commandes. Donc ça vous donne un petit peu une idée. Après, vous pouvez bien sûr adapter ou modifier ce que j'ai mis là. Vous pourrez rajouter des étapes également. Donc normalement, si on a un code 0 à l'issue de la vérification, ça veut dire qu'on a parfaitement déployé notre application. Et donc après, généralement, on a une étape de test encore, hein. Mais donc voilà, là je ne l'ai pas mis, mais on pourrait imaginer une étape de test pour finaliser, pour faire des tests sur l'application elle-même, pour vérifier qu'elle fonctionne correctement. Donc là, on a déjà vu 5 étapes, je pense. Oui, 5 étapes. Et voilà. Donc pour faire tourner ça, donc là, on n'a fait que des définitions, hein. On n'a fait que des définitions de tâches, que des définitions de pipeline, que des définitions de step à l'intérieur des tâches, mais on n'a pas exécuté quelque chose. Donc pour faire l'exécution, on va construire un pipeline run. Donc ce pipeline run, c'est l'instanciation en quelque sorte du pipeline qu'on a créé. À la limite, on pourrait mettre tout dans un même fichier. Je crois que c'est ce que j'avais fait. Il y avait peut-être des petites parties qui étaient à côté, mais globalement, on pourrait imaginer un gros YAML. Et de l'autre côté, vous voyez, le pipeline run, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va apporter les vrais paramètres. Donc il va amener le GitHub, le nom du GitHub. Vous voyez, il y a même des your account là, donc j'ai pas mis mon compte, mais c'est vraiment normalement vous devez remplacer ça par votre compte GitHub et puis le nom de l'image aussi, enfin du registry où vous allez stocker votre image. Okay. Et donc ça va remplacer les valeurs qui sont dans le pipeline, hein, vous voyez, qui sont représentées sous forme de paramètres. Et qui après se déclinent dans toutes les tâches, normalement. Alors, le step suivant, ça va être de dire, je voudrais automatiser ça. Donc là, il faut rajouter un trigger. Bon là, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que ça aurait pris trop de temps. Donc on a ces trois composants, vous vous rappelez, associés au triggering, donc le binding, le template et le trigger event. Il va falloir définir, donc faire des références aussi à un webhook. Là c'était GitHub, mais bon voilà, du côté du repos. Voilà. Et puis ensuite, on va avancer un petit peu. Donc supposons que tout ça fonctionne correctement. Eh bien, on va vouloir peut-être
On va vouloir peut-être, une fois qu'on est sûr que ça fonctionne, tout est correct, on va vouloir passer à l'étape suivante, c'est-à-dire peut-être à une mise en pré-production, par exemple, en avançant d'un step. Donc peut-être on va arrêter le pipeline tel qu'on l'a fait ici, et puis on va vouloir continuer sur autre chose. Il peut y avoir une forme on peut être asynchrone, ça peut être manuel aussi, mais ce n'est pas conseillé par les temps qui courent. Donc on va plutôt avoir deux approches, soit une approche de type push ou une approche de type pull, hein, qui est en bas. Donc l'idée, ça va être de regarder qu'est-ce qui se passe si on a une nouvelle image et un nouveau manifeste, par exemple, et on va déclencher à ce moment-là un déploiement dans un environnement de pré-prod, par exemple, si c'est ce qu'on veut faire. Dans l'autre cas, on va utiliser des triggers, en haut là, que vous voyez, on va utiliser des triggers et on va avoir un autre pipeline de déploiement en pré-prod, peut-être. Après, il faut faire un petit peu des choix. Voilà. Alors, ça se résume un petit peu à ça. Alors, vous voyez, après, dans mon exemple, moi, j'ai utilisé un autre outil dont malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous parler trop maintenant, qui s'appelle Argo CD. Peut-être vous connaissez cet outil. C'est un outil qui vraiment qui tourne autour d'une nouvelle notion qui s'appelle le GitOps et qui permet de gérer la production. Et surtout, c'est un outil, bien sûr, qui peut être graphique et puis qu'on peut utiliser aussi, on peut triggerer aussi cet outil où il peut analyser plutôt, pardon, c'est le contraire, il va aller analyser l'état de mon repos où il y a le manifeste, il va dire « Ah, il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé », et ben je vais déclencher automatiquement comment dire, un déploiement en pré-prod ou en prod. Une des fonctionnalités super intéressantes de cet outil, c'est aussi d'éviter les déviations. S'il y a des changements ou des déviations au niveau du code, il va détecter ces problèmes, il va ramener automatiquement le code très rapidement, le code dans l'état initial. Voilà, donc c'est un outil graphique qui est facile à utiliser. Et voilà, et je pense que ça fera l'objet peut-être d'un autre, vous avez peut-être déjà vu mes confrères qui en ont parlé. Un excellent outil. C'est un outil open source également. Voilà, donc pour juste dire quelques mots pour finir, ben voilà, nous on utilise ça, vous voyez les exemples ici, dans Red Hat OpenShift, principalement aujourd'hui. Donc vous voyez, il y a une interface graphique qui permet de voir, de visualiser donc l'exemple que je vous ai montré avec les différentes tâches dans le pipeline run, et puis les différents steps, et vous pouvez avoir accès à toutes les logs directement à l'écran ou avec la ligne de commande également. Avec TKN, vous pouvez visualiser, vous pouvez suivre les différentes logs. Donc c'est vraiment, moi je trouve, une facilité, une simplification aussi de ce qu'on a pu connaître dans le passé. L'installation, alors si vous êtes plutôt orienté OpenShift, l'installation s'effectue à travers d'un truc qui s'appelle Red Hat, d'un opérateur qui s'appelle Red Hat OpenShift Pipelines. Et puis, sinon, bah, vous utiliserez l'opérateur sur Kubernetes, ça marche très bien aussi. Voilà, donc juste pour terminer, quelques exemples d'implémentation de Tekton chez IBM. Donc vous avez notre CI/CD chez IBM utilise Tekton depuis à peu près 2 ans maintenant. Et donc ça c'est la solution sur notre cloud public. On a des solutions de type Code Engine pour produire du code aussi qui utilisent ce dispositif. On a Watson AI Pipelines qui l'utilise, et puis DataStage. Et puis donc celui dont je vous ai parlé, Red Hat OpenShift Pipelines. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près terminé ma présentation. Est-ce que vous avez des questions ? Parlez fort, s'il vous plaît, parce que je suis un peu sourd avec mon âge. Allez-y, oui monsieur. Un multi-branch pipelines dans, dans Jenkins, oui, tout à fait. Enfin, oui, tout à fait. D'autres questions? Oui, monsieur?
Pour les caches. Alors la question c'est, pour les caches, comment ça se passe? Alors, oui. Oui, ah oui, d'accord. Alors, on peut utiliser, comme on l'a vu, donc des PVC persistants qui permettent de stocker ces informations et puis de les réutiliser par la suite. Ça, c'est une possibilité. Après, on peut utiliser aussi, comme je l'ai indiqué, des approches plutôt graphiques avec du parallélisme pour accélérer aussi, puisque c'est la performance en fait derrière qui vous intéresse. Euh, voilà, je ne sais pas si ça répond un peu à votre problématique ou à votre question. On peut stocker des choses sur de la mémoire rapide pour pouvoir accélérer de façon. Voilà. Ce qu'on dit, nous, au garage, ce qu'on véhicule comme idée, c'est que l'exécution d'un pipeline run, avec peut-être plus de tâches que celui que je vous ai montré, hein, qui est quand même assez basique, il faut que ça tourne en moins de 10 minutes. Voilà, donc c'est un petit peu le timing qu'on se donne. Voilà, 10 minutes. Alors, j'ai vu des trucs tourner plus lentement, hein, donc on est souvent peut-être à 15 minutes, mais je dirais en dessous de 20 minutes. C'est un petit peu l'idée. Votre question? Oui, monsieur? Oui. Alors, la question c'est est-ce que on peut éviter le ratio signal-bruit, c'est-à-dire toutes les logs que ça génère du YAML qui est trop verbeux. Euh, voilà, moi, j'ai pas trouvé. Enfin, après justement, pour éviter le YAML, on va utiliser les définitions de tâches. C'est-à-dire que vous pouvez définir vos propres tâches qui vont servir de template. Et là, vous avez plus que le task référence. Je ne sais pas si vous vous rappelez. On a un task référence. Donc, on a juste ce pointeur-là. Et puis des paramètres en entrée, éventuellement des paramètres en sortie. Et c'est tout, quoi. Donc, ça fait un ratio qui est vraiment tout petit puisque on est limité. Et vous pouvez définir vos propres tâches, soit localement, soit les définir après au niveau du cluster, globalement au niveau du cluster, pour l'ensemble des applications et des namespaces. Donc pour moi, ça réduit considérablement le ratio signal-bruit. Je ne sais pas si ça répond à la question. D'accord. Une autre question? Oui, monsieur? Oui. 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 Ajouter. Alors, la question c'est, est-ce qu'on a la possibilité de connaître les ressources dynamiquement? D'accord. Pour l'instant, ce qu'on fait, ça fonctionne comme ça. Enfin, ce que je peux vous en dire, et ce que j'ai implémenté avec des clients, chez des clients. Euh, alors, est-ce qu'on a la possibilité de découvrir les ressources et de les créer dynamiquement? C'est un petit peu ça l'idée. Non? Je ne sais pas si ça répond. Oui, 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 je vois l'analogie. Ouais. Euh, je ne sais pas trop comment répondre à cette question. Je vois pas trop. Oui, oui, je vois l'analogie avec Jenkins, mais après, comment on fait le checkout? Ben après, si vous faites un commit, c'est au moment du commit que vous allez balancer toutes les ressources, mais ça ne correspond pas à ce que vous voulez faire en fait. Oui. Ah oui, oui, c'est ce que j'ai fait moi. J'ai un répertoire base dans lequel j'ai mis tous mes YAML et il est véhiculé et il se retrouve automatiquement il est véhiculé avec l'application, si vous voulez. Enfin, je ne sais pas si ça répond à la question.
il fait partie du namespace, il est avec l'application, il est sur le repos avec l'application. C'est comme ça que j'ai défini. Je peux vous le montrer si vous voulez après, on peut discuter. Je sais pas si, mais je pense pas que ça corresponde exactement à ce que vous voulez faire. Ah, une deuxième personne. Oui. Ah oui, 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 ça, oui, d'accord. Ça, bah, c'est là dans l'exemple que j'ai choisi, j'ai utilisé Builda et puis c'était du Node.js, mais typiquement, ben, il y avait d'autres, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait d'autres builders qui s'appellent S2I chez Red Hat et qui sont des source to image, donc ils vont détecter automatiquement la ressource qui est utilisée et puis qui vont dire bah voilà c'est du Java telle version ou c'est du Node.js telle version, etc. Et fort de ça, ils vont builder automatiquement l'application. Je ne sais pas si ça répond à la question, monsieur. Oui, et maintenant. Ben, écoutez, est-ce que c'est l'enfer, vous me demandez? D'accord. Euh, Personnellement, moi, je trouve que ça reste relativement aisé. Maintenant, voilà, moi, je suis un peu un défenseur de cette solution. Maintenant, bon, ouais, je sais pas trop quoi vous dire, hein, je trouve qu'on peut construire des choses assez complexes et les abstraire, comme on l'a vu, avec en définissant, comme on l'a dit, en définissant des tâches ou des pipelines plus complexes et en les intégrant les uns par rapport aux autres ou en les appelant les uns par rapport aux autres. Mais bon, je sais pas. Ok, donc je suis désolé, on va être obligé d'arrêter. Si vous voulez venir me voir, et peut-être je répondrai à vos questions. Merci.